Le plus gros agent libre de l'histoire de la LNH. C'est pas une hyperbole, c'est littéralement ce que Connor McDavid pourrait devenir le 1er juillet 2026. Il reste énormément de temps. La saison 2025-2026 n'est même pas encore débutée, mais chaque jour qui passe, on semble se rapprocher petit à petit de ce qui deviendrait la plus grosse histoire hors glace du 21e siècle dans la LNH. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Est-ce que réellement le meilleur joueur de hockey au monde pourrait devenir, dans moins d'un an, agent libre sans compensation? C'est la question qu'il faut commencer à se poser. Je dis bien commencer parce que je vais être honnête, je pensais que le dossier McDavid s'était réglé le 3 septembre 2024. Pourquoi cette date? C'est là où Leon Draisaitl a prolongé son contrat avec Edmonton, contrat de 8 ans qui va essentiellement le garder en Alberta pour le reste de sa carrière, ou presque. Pourquoi je pensais ça? Il faut savoir que McDavid et Draisaitl sont plus qu'un simple duo dévastateur sur la glace. Hors glace, les deux vedettes sont aussi inséparables. Leurs conjointes sont amies. Ils passent du temps en vacances ensemble. Ils ont même été vus sur la glace dans une ligue de bière de Toronto récemment où ils auraient apparemment mangé une volée. Mon petit doigt me dit que sur cette glace, les joueurs ont peut-être eu le plaisir d'affronter environ 5% de McDavid et Léon. Mais bon, ça, c'est pour une autre discussion. McDavid a été clair à la fin de la saison qui s'est conclue par une deuxième défaite de suite en finale de la Coupe Stanley. Il veut avoir la confirmation que les Oilers vont faire les bonnes choses avant de s'entendre avec eux à long terme. Et honnêtement, il fait bien. Malgré 2 finales de suite, peut-on vraiment parler des Oilers comme une équipe bien construite ou simplement une qui est en très grande partie traînée par l'équivalent hockey de Batman et Superman? Personnellement, je penche pour la deuxième option. À vous de juger. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Oilers? On s'est départi d'Evander Kane et son salaire. Même chose pour Victor Arvidsson, qui n'aura fait que passer en Alberta. Corey Perry a pris la route de Los Angeles. Il a rendu de fiers services à Edmonton ces dernières années. Il a quand même marqué 19 buts cette saison. Mais soyons honnêtes, il est remplaçable, le bon vieux Corey Perry. On a aussi fait l'acquisition d'Isaac Howard, choix de première ronde du Lightning en 2022. Howard vient de gagner le Hobey Baker remis au meilleur joueur de la NCAA grâce à une récolte de 52 points en 37 matchs avec Michigan State. Avec Howard et Mathieu Savoie, on a au moins 2 espoirs intéressants qui peuvent peut-être venir et contribuer, s'insérer aux côtés de McDavid et Draisaitl, peut-être une relève intéressante en attaque. Bien sûr, on a prolongé Evan Bouchard. On n'a pas trouvé mieux que Stuart Skinner ou Calvin Pickard. On a toujours le lourd contrat de Darnell Nurse dans les pattes. Bref, est-ce que Batman et Superman vont devoir continuer à être Batman et Superman pour espérer gagner une coupe? C'est la question que doit certainement se poser McDavid, non? Tout juste avant de poursuivre, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. Bienvenue sur la chaîne. On a récemment atteint le plateau des 20 000 abonnés et on veut se rendre encore plus loin. Pourquoi pas 25 000 d'ici la fin de l'année? Pour y arriver, j'ai besoin de toi. Prends 0,5 secondes de ton temps et abonne-toi. C'est gratuit. On aime ça, les choses gratuites. Et surtout, ça contribue grandement à la croissance de la chaîne. Je t'en remercie énormément et accepte cet humble cadeau de ma part. Un cœur. Ce qui rend la situation Connor McDavid si fascinante à mon avis, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres sports, dans la LNH, les joueurs générationnels de la trempe de McDavid, même juste les joueurs de franchise d'une coche en bas, changent rarement d'adresse, puis ils deviennent pratiquement jamais agents libres. Sidney Crosby, Alexander Ovechkin, joueurs à une équipe jusqu'ici, et puis, ils sont plus dans leur prime de toute façon. Quoique c'est encore drôle. Bref, s'il y avait à changer d'équipe, ça serait plus dans leur prime. Mario Lemieux, une équipe. Je vous épargne les légendes d'autrefois parce que c'est un contexte différent, mais quand même. Bref, changer d'équipe dans son prime ou presque, il y a eu Jaromir Jagr, échangé 2 fois plutôt qu'une, et bien sûr, Wayne Gretzky, échangé ou vendu, diront certains, ce qui est pas faux. Puis, agent libre après ça quand il a signé à New York, mais ça, c'était à la fin de sa carrière. Bref,
Quand je vous disais que c'était pas une hyperbole si McDavid devient agent libre, qui sera le plus gros agent libre de l'histoire du hockey, le gars est déjà un des meilleurs de tous les temps et aucun joueur de ce niveau n'est devenu agent libre dans son prime comme le deviendrait McDavid. Même que si on y pense, il deviendrait un des plus gros agents libres de l'histoire moderne du sport professionnel tout court, dans la catégorie de LeBron en 2010 et Shohei Ohtani en 2023. Je parle bien sûr ici d'un point de vue strictement sportif parce que d'un point de vue culture populaire, le hockey n'a pas le même poids médiatique que le basket ou le baseball. Puis avant de me parler de n'importe quelle vedette de soccer, que ce soit Kylian Mbappé ou autre, j'inclus pas le soccer parce que c'est son propre monde, ne serait-ce que de la façon que ça fonctionne. Et I guess que Peyton Manning, Tom Brady, on peut les inclure même s'ils n'étaient plus à leur apogée. Parce que Manning, quand même, allait établir le record de passes de toucher en une saison à Denver et gagner un Super Bowl. Bon, même si cette année-là, c'est la défense qui l'a traîné, puis ça c'est pour une autre histoire. Brady aussi est allé gagner un Super Bowl à Tampa, même s'il avait 68 ans. Tout ça pour dire qu'on parle d'un top 5 plus gros agents libres de tous les temps, tout sport confondu. Donc, on a établi qu'en soi, McDavid qui devient agent libre, c'est gros. Que des joueurs de sa trempe au hockey, ça ne devient pas disponible, on l'a établi aussi. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que ce dossier pourrait devenir aussi fascinant? Deux raisons. Une, point de vue McDavid, et une du point de vue Oilers. Débutons avec les Oilers parce que c'est moins long. En temps normal, j'aurais tendance à dire que t'as pas le droit de perdre un joueur comme McDavid contre rien en retour. Et donc, si tu t'entends pas avec, prépare-toi à l'échanger avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez le pactole qu'un McDavid rapporterait. Sauf que de un, bien sûr, il y a une clause de non-mouvement complète. De deux, c'est justement Connor McDavid. Tant que tu as une chance de le prolonger, tu la gardes. Jusqu'à minuit moins une. Et il y a maintenant également un précédent intéressant avec Mitch Marner. Oui, semble-t-il qu'il y a eu du chantage de la part de Toronto, qu'on aurait accusé Vegas de maraudage, si on n'acceptait pas une transaction et tout ça. Mais dans le cas de McDavid, qui commanderait possiblement le plus gros contrat de l'histoire du hockey, il faudrait peut-être que l'équipe qu'il signe envoie des contrats de l'autre côté. Anyways, pour le faire fitter sur le plafond salarial. Donc, point de vue Oilers, prends-tu le risque de perdre le meilleur joueur de sa génération, un des meilleurs joueurs de tous les temps, pour absolument rien en retour, ou tu transiges McDavid avant qu'il ne soit trop tard? Je pense que tu prends le risque. Personnellement, rendu là, tant qu'à avoir fail l'air McDavid avec 0 coupe, fail-le jusqu'au bout et qui sait, peut-être même que l'histoire se répète jusqu'au bout. Les Oilers gagnent une coupe en 2026, puis McDavid fout le camp après, comme c'était arrivé avec Wayne Gretzky. Probabilité que ça arrive, par contre, très basse, si vous voulez mon humble avis, qu'il soit transigé, je parle. Du point de vue de McDavid, soyons 100% honnêtes, là, il fait pas pitié. Mais il y a une partie de moi qui se dit, pauvre gars, pourquoi je dis ça? Y a-t-il un joueur qui a plus autant rempli sa part du deal, dont l'organisation pour laquelle il joue n'a pas rempli la sienne, 3 fois MVP, 5 fois champion compteur, 2 fois meilleur joueur élu par ses pairs, 1 fois champion buteur, MVP des séries dans une cause perdante. McDavid, là, il prend sa retraite demain matin à 29 ans. De un, il s'en va au temple de la renommée. Garanti. Puis il n'y a pratiquement aucun joueur de sa génération qui pourrait lui voler son titre de meilleur joueur de la génération. Peut-être McKinnon ou McCarr. Peut-être. Souvenez-vous, lorsqu'il a été repêché en 2015, c'était la 4e fois en 6 ans qu'on repêchait premier et 5e fois top 3 durant la même période. Et malgré Leon Draisaitl, probablement que si cette organisation ne gagne pas la loterie de 2015, on est dans une situation semblable au Sabres de Buffalo. On n'a jamais réussi à avoir un gardien respectable entre les poteaux. On ne distribue pas bien le reste de l'argent disponible. Bref, on est le produit de ce que Connor et Léon font. C'est ce que je veux dire quand je dis que Connor et Léon remplissent leur part du deal et que les Oilers, eux, ne le font pas. Je vous entends jusqu'ici. C'est simple qu'ils fassent comme Crosby et prennent moins d'argent pour aider l'équipe. Problème réglé. Je dis pas que je suis en désaccord nécessairement. C'est très louable, des athlètes comme Crosby, Martin Brodeur, Brady, qui prennent moins d'argent. Mais ça les regarde de un. Si t'es le meilleur joueur au monde dans quelque chose, si t'es le meilleur au monde dans quelque chose, pas obligé d'être un joueur, t'es le meilleur au monde dans quelque chose, officiellement, ou de façon presque unanime,
tant que moi, c'est pas tant égoïste d'être rémunéré en conséquence. Là. Mais au-delà de ça, pendant 20 ans ou presque, les Pingouins ont prouvé à Crosby qu'ils étaient capables de bâtir autour de lui une équipe qui rentabiliserait son sacrifice, là, faute d'un meilleur terme, parce qu'on s'entend un millionnaire qui fait 8,7 millions par année, qui sacrifie 2-3 millions. En tout cas, anyways, vous comprenez. Si vous êtes Connor McDavid, et à mon avis, c'est là la grande question qu'il faut se poser dans ce dossier-là, s'il le faisait, ce sacrifice-là, là, est-ce qu'il y a raison de croire que l'organisation des Oilers va être en mesure de faire le travail pour lui donner la meilleure chance possible de gagner sa coupe? Autrement dit, est-ce qu'il fait le sacrifice? Et oui, c'est payant parce que très souvent, c'est facile de lancer ça en l'air. Ah, qu'ils prennent moins d'argent, qu'ils prennent moins d'argent. Prendre moins d'argent ne garantit pas une coupe. Prendre moins d'argent, c'est une chose. Si ton équipe dépense mal l'argent de plus que tu leur donnes, est-ce mieux? Est-ce que dans les 10 dernières années, cette organisation a prouvé qu'elle est en mesure de bien faire les choses sur plusieurs années pour s'assurer que la fenêtre non seulement reste ouverte, mais que l'équipe soit une des, disons, 4 favoris pour gagner la coupe année après année? Je vous pose la question, répondez-y en commentaire. Moi, personnellement, la réponse est non. Même s'il laissait de l'argent sur la table, je pense pas que les Oilers seraient en mesure de bien entourer Léon et McDavid. Honnêtement, à ce stade-ci, début trentaine pour Léon, fin vingtaine pour Connor McDavid. Je pense que Léon, sa fête est bientôt. Là. Je dis début trentaine. Là. Je pense qu'en ce moment, il y a 29 puis il va avoir 30 bientôt. En tout cas, anyways, il va avoir 30 ans. Je dis pas qu'on va jamais gagner de coupe avec eux, là. Mais je pense qu'on vient de rater 2 chances en or, puis je sais pas combien il en reste. Parce qu'encore l'an prochain, si on se rend à la finale, ça risque d'être strictement par la puissance de McDavid et Léon, ou presque. Et ce qui est plate là-dedans, c'est que bien sûr, McDavid, lui, peut pas juste prendre cette question-là en considération. Il y en a d'autres. Sa relation avec Léon. Le sentiment d'échec, s'il quitte Edmonton, intrinsèquement, là, pour lui, d'avoir tout laissé sur la table et de ne pas avoir été en mesure de gagner une coupe. Et pensez-y bien, combien de joueurs de son calibre, en plus de ça, les vrais joueurs générationnels, là, n'ont pas au moins gagné une coupe avec l'équipe qui les a repêchés? Aucun? Peut-être Raymond Bourque, si on le considère générationnel, et avec 5 Norris, moi je pense que oui, il l'est, là, mais après ça dépend de votre définition de générationnel. Mais Bourque a attendu la toute fin avant d'abdiquer à Boston. C'est vraiment à la toute fin de sa carrière qu'il est allé gagner une coupe avec l'Avalanche du Colorado. Et Connor McDavid, s'il la prenait immédiatement dans l'apogée de sa carrière, s'il avait à aller gagner une coupe ailleurs, plusieurs, j'en suis convaincu, iraient de l'argument que ouais, mais il n'a pas réussi avec Edmonton à gagner sa vraie coupe, entre guillemets. Je dis pas que c'est ce que moi je penserais. Là. Je suis convaincu que j'entendrais des gens y aller de cet argument. La décision de Connor McDavid est fascinante. Elle va non seulement façonner la suite de sa carrière, mais aussi la façon dont il sera perçu par certains dans l'histoire du hockey. Il est encore extrêmement tôt, mais je pense que la discussion mérite, juste pour le fun, qu'on l'ouvre. Personnellement, je pense qu'il prolonge à Edmonton. Peut-être pas pour 8 ans, par contre. Je vais pas être surpris s'il va peut-être prendre l'approche Austin Matthews et signer pour moins longtemps et continuer d'où s'en vont les Oilers un peu plus fréquemment. Est-ce que Connor McDavid deviendra agent libre en 2026? Qu'est-ce que t'en penses? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux réagir à l'alignement projeté du Canadien du LNH.com? C'est ici. Et comme toujours, on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!